Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici le sommaire en images de cette nouvelle édition. La Monaco Blue Initiative édition 2013 a refermé ses portes au musée océanographique. Deuxième volet du déplacement officiel du souverain au Monténégro. En France, la maison de vie de Carpentras soufflait une nouvelle bougie en début de semaine. Et puis 150 ans, 150 jours et 150 vins. Retour sur cet événement du côté de la SBM. Environnement pour commencer, la 4e édition de la Monaco Blue Initiative s'est déroulée les 23 et 24 juin au musée océanographique. Une soixantaine d'experts ont participé à de nombreuses conférences autour de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Et Christine Datomel vous en dit plus. Créée en 2010 à l'initiative du Prince Albert, la Monaco Blue Initiative a réuni une soixantaine de décideurs politiques, de grands entrepreneurs, de scientifiques et d'experts au musée océanographique pour aborder la question des océans et identifier avec une vision extrêmement large et politique quels sont les enjeux les plus importants pour les océans dans le futur. Consolider les bases de notre avenir marin, une mission que s'est incombée depuis longtemps la biologiste et spécialiste de l'environnement, la ministre colombienne Sandra Bessudo. Je trouve ces initiatives très importantes parce que c'est un endroit où il y a les spécialistes dans différents domaines, où l'on peut parler non seulement des technologies de pointe, des façons comment il faut peut-être gérer les océans, apprendre les uns des autres. Et je vois beaucoup de relations et des liens avec la coopération internationale. On a tous beaucoup à apprendre et à gérer les océans puisque ça nous unit. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez appris encore de nouvelles choses ? J'ai beaucoup appris et j'emmène beaucoup d'idées pour mon pays et bien sûr beaucoup de choses que nous avons fait en Colombie que l'on peut aussi donner à d'autres pays. C'est vraiment l'exemple même de la Monaco Blue Initiative. Sandra Bessudo a commencé sa carrière comme plongeur et biologiste. Un jour, elle a été plongée dans une île qui est très loin, à 40 heures de navigation du continent américain qui s'appelle Malputo. Et là, elle a découvert un endroit absolument magique avec notamment des centaines de requins marteaux. C'est sans doute l'endroit du monde où on peut voir le plus de requins marteaux. Et elle s'est impliquée pour protéger cet archipel. Elle a réussi. Donc la Colombie lui a demandé d'avoir une vision un peu plus large sur les océans et puis sur l'environnement terrestre également. Et là, avec les rapports que nous entretenons, Sandra a la possibilité de rencontrer le président de Kiribati, le président des Palau, d'échanger sur leur expérience, de mettre en commun ce qu'ils ont bien fait, mais aussi où ils ont échoué, pour pouvoir progresser plus efficacement. Lors de cette 4e édition de la Monaco Blue Initiative, 3 thématiques principales ont été abordées. Faire un point sur le statut des grands prédateurs que sont les requins et les thons. Et donc, un certain nombre d'experts nous ont fait un point sur la situation. Mais au-delà des experts, on a aussi entendu, par exemple, s'exprimer le président des Palau sur la situation des requins et sur le fait qu'il avait créé dans son pays une zone complète de protection des requins. C'est une espèce de poisson invertébré qui est essentiel à l'équilibre de la biodiversité, donc il est important qu'on s'en préoccupe. Après, il y a eu 2 sessions cet après-midi qui étaient dédiées l'une à l'évaluation des possibilités économiques, je dirais, des ressources marines, et la seconde à une thématique qui est importante parce qu'elle joue un rôle essentiel pour le maintien justement de l'équilibre, je dirais, des océans, qui est celle des aires marines protégées. Accepter les limites des océans et protéger l'environnement marin, telle est la mission de la Monaco Blue Initiative, une problématique qui touche tout le monde. Autre événement organisé dans le cadre de la Monaco Blue Initiative, le prince souverain a visité ce navire de recherche sur les baleines du Fonds international pour la protection des animaux, un véritable laboratoire des mers conçu pour l'étude non intrusive des cétacés. Nous vous en parlions au cours de notre précédente édition. Le prince Albert II a effectué un voyage officiel au Monténégro, dans les Balkans, en fin de semaine dernière. Le prince Albert II qui a assisté à la signature de nombreux accords de coopération avec ce pays. Un reportage signé Vanessa Dessy et Lionel Bernardi.
Culture, situation géographique, sport, développement durable, beaucoup de points d'intérêt communs entre la Principauté et le Monténégro. Lors de sa visite officielle, le souverain a rencontré le président de la République du Monténégro, Filip Vujanović. Les deux hommes ont pu ainsi échanger longuement, l'occasion pour la Principauté de saluer les initiatives menées par le Monténégro qui démontrent ses capacités à entreprendre et à innover. Le prince Albert II a ensuite assisté à la signature de l'accord de coopération entre la Chambre du commerce monténégrine et la Chambre de développement économique de Monaco. Puis un accord de coopération sur le développement durable et le tourisme a été signé au cours de cette journée. L'essentiel, c'est de confirmer les bonnes relations diplomatiques qui sont déjà établies avec le Monténégro, en confirmant par écrit, si j'ose dire, l'amitié qui existe entre nos deux pays. Ça, c'est la base. Après, l'accessoire est d'avoir listé un peu les domaines dans lesquels la Principauté et le Monténégro pourraient travailler ensemble. L'économie, bien sûr, le tourisme, le domaine de l'environnement, la culture. Et au travers de cet accord cadre qui est proposé en premier lieu aux autorités monténégrines, c'est effectivement de nous retrouver de manière périodique pour faire un point sur les activités que nous pouvons faire. Afin de clore cette visite officielle, le souverain a rencontré le Premier ministre du Monténégro, Milo Đukanović, lors d'un entretien privé avant de se rendre au dîner officiel. Le prince Albert II a été particulièrement touché de l'accueil qui lui a été réservé durant ces 3 journées. La visite était très belle. D'abord, le pays est merveilleux, magnifique. Les paysages sont tout à fait extraordinaires. Et puis, l'accueil a été, comme vous l'avez vu, extrêmement amical et chaleureux. Et puis, nous avons pu concrétiser, dès cette première visite officielle, des accords et les formaliser. Et je crois que ces accords illustrent bien la volonté de coopération et d'échange entre nos deux pays qui sont tous deux de petits pays d'Europe et de petits pays au bord de la Méditerranée et qui ont des problématiques qui nous sont communes et puis des intentions aussi qui sont similaires en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne le développement et surtout le développement durable. La Principauté et le Monténégro partagent ainsi un certain nombre de similitudes. Ce sont là autant de facteurs susceptibles de favoriser le resserrement des liens déjà existants entre les deux pays. La maison de vie vient de fêter ses 3 ans d'existence. La maison de vie de Carpentras qui a ouvert ses portes en 2011, créée à l'initiative de son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, présidente de Fighteds Monaco. Cette maison est un véritable lieu de répit et de ressourcement pour les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. 3 ans plus tard, pour la princesse, le pari est donc gagné. Je vous propose de l'écouter. Vraiment cette maison de vie exactement comme je l'ai rêvé, comme je l'ai pensé, dans sa conception physique et dans son âme et dans son évolution plus émotionnelle. Et c'est vrai que la maison a une autre dimension maintenant et je pense que c'est du fait que chaque personne qui est passée ici a laissé un petit bout de lui, un petit bout de son histoire personnelle. Et c'est ça, comme les sédiments, qui s'est construit avec plein de couleurs différentes, plein de sourires, de pleurs, de plein de choses. Et c'est ça qui fait des fondations solides, je pense, pour un avenir merveilleux de cette maison. Et chaque personne, je pense qu'on peut sentir sa présence et son passage dans cette maison. Et ce qu'elle y a apporté à elle quand elle est repartie et ce qu'elle a apporté aux autres. Vous avez aujourd'hui beaucoup de retours d'expérience, de professionnels qui viennent vous voir et qui vous disent ce que vous avez fait, c'est formidable. Et voilà pour quelles raisons nous, on souhaite envoyer des personnes à la maison de vie. Je crois que ça a été difficile au départ. C'est sûr, comme toute chose qui est nouvelle, les gens ne savaient pas trop ce que ça allait apporter aux personnes qui pouvaient faire un passage ici. Mais d'avoir pu parler à plusieurs médecins, on dit que s'ils pouvaient faire des ordonnances officielles pour un séjour à la maison de vie, ils le feraient volontiers. Et que c'était vraiment un plus par rapport à ce que peut faire la médecine, ce que peuvent faire même des psychologues ou des psychiatres. Pour une personne vivant avec le VIH, c'est vraiment un plus qui manquait à beaucoup de personnes. Vous l'avez entendu, la princesse Stéphanie est fière du chemin parcouru par cette maison de vie. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal ont pu se rendre sur place à Carpentras. L'occasion pour eux de rentrer en contact avec les accompagnants et les résidents de cette maison. Reportage.
Ils sont 440 depuis l'ouverture de la maison de vie à être venus se ressourcer ici, à quelques petits kilomètres du centre-ville de Carpentras. Ce lieu unique en Europe offre des courts séjours d'hébergement de 2 semaines en moyenne pour permettre aux personnes vivant avec le VIH-Sida de rompre leur isolement, oublier le rejet, la discrimination et plus généralement tous les moments difficiles qu'ils doivent traverser. Dans ce cadre convivial et champêtre, une incroyable sérénité se dégage de la maison de vie. On a essayé de construire quelque chose à partir d'un besoin qui nous semblait évident, c'est-à-dire la nécessité d'apporter du bien-être et de la qualité de vie aux personnes. Et au fur et à mesure des années qui passent, des mois qui passent, ce projet est conforté par la réalité. On apporte une aide concrète, mais véritablement concrète aux personnes qui vivent avec le VIH, et uniquement par un séjour d'une quinzaine de jours. Et nous, on le voit entre le moment où elles arrivent et le moment où elles partent, la transformation sur leur visage. Le sourire, le teint, la luminosité dans les yeux, les étincelles dans les yeux, et ça, c'est extraordinaire pour nous. Des intervenants permanents ou bénévoles entourent les résidents lors de leur séjour à la maison de vie. Ils leur proposent de très nombreuses activités autour de temps de partage ou d'écoute. Depuis l'ouverture des lieux, l'équipe s'est étoffée. Céline est l'une des dernières à être arrivée. Ce qui m'a surtout surprise en arrivant à la maison de vie, c'était de voir que c'était une structure qui avait déjà de bases très solides, avec une avancée impressionnante au niveau de leur réflexion, sur leurs pratiques professionnelles, sur le mode d'accompagnement. Et quand même, par rapport à mon expérience professionnelle, des alternatives vraiment nouvelles et qui viennent vraiment compléter le besoin des personnes atteintes du VIH. Ils trouvent vraiment un cadre non jugeant, c'est vraiment la première chose. Ils passent la porte de la maison de vie, ils savent qu'on sait, et donc dans tous les sens du terme, ils posent leur sac, leur valise, et ils nous racontent vraiment, ils nous déballent leur vie. Et pour tous les résidents, au-delà du lieu de ressourcement, la maison de vie est le théâtre d'un début de reconstruction. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils retirent de ces séjours, la plupart évoquent en premier lieu un état de santé amélioré grâce au rythme de vie du lieu. Vient ensuite le sentiment d'avoir été écouté, reconnu, ce qui permet un renforcement du moral et de l'état psychologique. Je suis arrivée le moral bas et grâce à Maison de Vie, je prends confiance en moi. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais partagé de ma maladie, je n'ai jamais affronté, je me pliais sur moi-même. Là, grâce à cette situation-là, qui peut me permettre de regarder haut et de parler, de partager avec les autres. Le projet de la princesse Stéphanie, c'est primordial dans la suite de nos actions depuis le début de la lutte contre le sida, parce qu'il faut innover. Et la maison de vie est une innovation. Comme nous, à Paris, on a ouvert le 190, le premier centre de santé sexuelle. On peut dire que les deux endroits les plus performants actuellement de la lutte contre le sida, ce sont ces deux endroits complètement différents, puisque c'est entre un centre médical et ici, au contraire, où on pose nos valises. La notoriété de la maison de vie est telle que le planning des prochains mois est déjà bien chargé. En 2012, les séjours associatifs se sont considérablement développés. Ils constituent 67% des occupations. Les séjours famille, eux aussi, connaissent un beau succès. Plus de la moitié des résidents viennent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et à l'occasion des 3 ans de la Maison de Vie, l'émission Jungle Fight, diffusée sur Radio Monaco, s'est délocalisée à Carpentras, avec toujours le même tandem d'animateurs derrière les micros, Mahler et son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. La recette continue de fonctionner. Informations, témoignages, conseils d'experts et le tout dans une ambiance bon enfant. Jungle Fight était de retour à Carpentras pour son rendez-vous du mois de juin. Autour de la table, l'inoxydable Mahler, la princesse Stéphanie, Hervé Eschbach, Franck Herman et tous leurs invités. Quand tu arrives ici, tu oublies que les gens sont malades. Quand tu le vois, tu sens qu'ils ne sont pas malades du tout. D'ailleurs, ils sont tous en pleine forme. C'est pas le Club Med, hein, mais bon, ça manque de boîtes de nuit, c'est vrai, mais bon, mais c'est pas mal. Mais les gens sont vachement bien accueillis, puis surtout l'endroit. L'endroit est éclairé de partout, de la lumière, c'est fabuleux, c'est vraiment un endroit formidable. Puis tu sais, moi, le sida, c'est une vieille histoire. Ça fait longtemps que je fais de la radio et je crois même, dans les premières émissions que j'ai fait sur Skyrock, d'ailleurs, ils m'en parlaient, je parlais du sida le soir avec les gamins, je te parle de ça en
en 88. Au cœur de cette émission du mois de juin, bien sûr, la maison de vie, mais aussi plus largement toute la région de Carpentras, une région qui a du cœur. Une vente aux enchères organisée par le principal fromager de la ville a permis de récolter plus de 3 000 € pour la maison de vie. Vous savez, c'est parce que, je l'ai dit au départ, on s'est compris, il y a les mots et puis il y a comment on traduit les mots dans son cœur, dans son âme. Et la princesse Stéphanie dégage tellement une certitude par rapport à cette solidarité qu'on ne peut que prendre le pas avec elle et continuer. Et ça continue, cette solidarité. Ça fait tache d'huile, j'allais dire, tache d'huile d'olive, hein, ici à Carpentras. Et ça continue et tout le monde est pris par cet élan de solidarité, un vrai élan de solidarité authentique. Lui aussi a du cœur. Yves Piaget est venu participer à l'émission Jungle Fight, lui qui est l'un des tout premiers et l'un des plus fidèles soutiens de l'association que préside la princesse Stéphanie. Encore une fois, je le soulignais tout à l'heure, les initiatives de la princesse sont très nombreuses et il vaut mieux que nous puissions la suivre le plus précisément possible. Et je crois que cette émission de radio est quelque chose de tout à fait important, de très important, car une très bonne écoute, une très bonne heure d'écoute. Et encore une fois, utilisons la communication d'aujourd'hui pour apporter, pour développer et surtout faire connaître ces efforts qui sont faits en faveur de la lutte contre le sida. Voilà, bisous bisous tout le monde, au revoir. L'émission Jungle Fight du mois de juin s'est achevée comme elle avait commencé, sous les applaudissements, pour saluer une nouvelle fois le formidable travail accompli à Carpentras. Tous, côte à côte, membres de Fightheads, permanents, bénévoles de la maison de vie, résidents, animateurs de Radio Monaco, ont entouré la princesse Stéphanie pour couper le gâteau anniversaire des 3 ans de la maison de vie. C'est ainsi que se referme ce chapitre consacré à la maison de vie de Carpentras. Mais nous parlons encore un peu de Fightheads Monaco, puisque vous le découvrez sur ces images. L'association a organisé l'opération Test in the City, opération de dépistage du VIH anonyme et gratuit, associée à une action de prévention sur les plages du Larvoto. Vous les avez sans doute remarqué, des vignes ont été plantées sur la plage du Casino, des vignes éphémères bien évidemment, pour célébrer un événement hors du commun du côté de la SBM. 150 ans, 150 jours et 150 vins, un reportage signé Christine Datomel. Une occasion unique de déguster des grands crus. Pour célébrer ses 150 ans, la SBM propose à sa clientèle un événement hors du commun. Découvrir des vins d'exception au verre. Une chance unique de goûter quelques-uns des plus beaux cépages du monde. Les amateurs pourront découvrir pendant 150 jours 150 grands vins de Bordeaux issus de la cave de l'Hôtel de Paris. Rendre l'inaccessible accessible, c'est-à-dire que par ce biais-là, on a même la possibilité de doser le centilitrage du verre de manière à moduler le prix de vente. Tout a été calibré sur 12 centilitres, sauf 6 centilitres pour les vins liquoreux, ce qui permet effectivement de goûter un verre de Le Pin, chose qu'on ne ferait peut-être pas spontanément, sachant qu'une bouteille de Le Pin vaut entre 4 000 et 6 000 € sur carte en fonction des millésimes qui sont proposés. Les prix s'étalonneront pour une grande majorité entre 30 et 35 €. On aura accès à des seconds grands crus classés entre 50 et 90, 100 €. On aura la chance aussi d'avoir accès sur une tranche de prix un petit peu supérieure à des vins mythiques comme Le Pin sur un millésime 2000, à des vins comme Pétrus sur un millésime 99. On a vraiment essayé d'avoir une offre la plus large possible pour vraiment pouvoir satisfaire toute notre clientèle. Cette dégustation au verre de vin plutôt jeune répond à l'évolution des attentes de la clientèle. La SBM a pour ambition d'offrir du rêve et c'est pourquoi l'accent a été mis sur la recherche de la qualité plutôt que de la quantité. La gastronomie faisant partie de l'art de vivre monégasque et avec elle le goût des bons vins. Alors on a tout goûté, effectivement, pour être sûr de la qualité quand même des vins qu'on allait proposer à nos clients. Tous les produits sont parfaitement adaptés. En plus, on a essayé d'avoir un discours cohérent par rapport aux points de vente dans lesquels on les a positionnés, à savoir des vins biologiques pour les thermes marins par exemple, à savoir des vins peut-être un peu plus sur le fruit pour le beach, pour le deck, et des vins un peu plus structurés pour le grill, pour la salle, pour le Louis XV, pour des points de vente où il y a vraiment de la gastronomie et vraiment de la nourriture qui est faite. C'est merveilleux de pouvoir ouvrir 150 vins au verre. J'ai entendu que les prix étaient en plus
même pas au ratio de la bouteille. En principe, le vin au verre, c'est plus cher que le ratio de la bouteille. Là, c'est moins cher. Donc, c'est gagnant-gagnant. Voilà, j'aime ces opérations-là. Moi, j'aime bien la diversité, j'aime bien la surprise. Goûter peut-être 2 verres de vin à l'heure du déjeuner, pas forcément dans des grands volumes. Je préfère que 2 fois le même vin. Et à l'heure du dîner, d'en goûter 3, peut-être un blanc, 2 rouges, que la personne avec qui je déjeune ou avec qui je dîne puisse goûter 2 ou 3 autres vins différents. Ça veut dire qu'il y en a 6 sur la table, que je vais pouvoir sentir, que je vais pouvoir découvrir, que je vais pouvoir comparer. Oui, j'aime ça, oui. Pour l'occasion, le jardin de la place du Casino a pris des allures de vignoble éphémère. Imaginé par le paysagiste méditerranéen Jean Mus, des rosiers ont également été plantés, comme dans les vignobles bordelais. L'opération 150 ans, 150 jours, 150 vins se tiendra jusqu'à la fin du mois de novembre dans tous les établissements de la Société des Bains de Mer. Retour sur la conférence de presse de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour terminer. Cette conférence qui a permis bien sûr de dévoiler la prochaine saison de l'Orchestre Philharmonique et une conférence qui a également permis d'en savoir plus sur la philosophie et le fonctionnement de cette prestigieuse formation. José Sacré. Dans les jardins de la Villa Sauber, Gianluigi Gelmetti, directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, en dévoilant le programme des concerts de la saison 2013-2014, s'est longuement exprimé sur ce que, selon lui, doit être la vocation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, son âme, être en symbiose avec la jeunesse, s'engager dans tous les domaines artistiques et humains, et continuer d'être un joyau de la principauté à Monaco et dans le monde, et pour cela, imaginer d'autres formes de communication et de transmission de la musique que le disque et des concerts traditionnels. C'est un orchestre prestigieux qui doit garder son prestige international, mais ça c'est déjà une chose acquise, donc il faut le garder, l'augmenter, mais c'est ça qu'il faut comprendre, il faut avoir des instruments nouveaux, parce que le monde change. Ce qui c'était une chose révolutionnaire dans les temps, que c'était un disque, un CD, ou après, c'est déjà vieux, c'est déjà vieux le web. D'ici dans 5 ans, on n'aura plus le temps d'échanger. Si on devrait aller avec ça, il faudra revoir la convention 3 fois chaque mois, parce que ça va avec une telle vitesse. Et on ne peut pas rater les trains. Ça, c'est un train qu'on ne peut pas rater. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée si agile, si fraîche dans le prestige pour pouvoir rester dans le prestige, sinon on perd le train, ça continue d'un autre côté. À l'issue de la conférence de presse, Étienne Franzy, président de la compagnie monégasque de banque, et Jean-Charles Cureau, directeur des affaires culturelles de la Principauté, ont signé un contrat de convention de mécénat entre la CMB et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, en présence de Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'intérieur, et Werner Peyer, administrateur délégué de la CMB. Un mot pour clore cette édition et vous annoncer que l'hôtel Fairmont Monte-Carlo a été élu meilleur hôtel d'Europe pour l'année 2012 par la revue américaine Successful Meetings. L'établissement reçoit ainsi le Pinnacle Award. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à présent à vos prévisions météo. Mercredi, prolongement de la période de temps sec et beau, température proche des normales, comptez jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée. Jeudi, un soleil plus hésitant en cours de journée et des températures pratiquement stationnaires. Vendredi, détérioration passagère, tendance orageuse dans la nuit. Samedi, un temps sec et ensoleillé, des températures en hausse de 20 à 24 degrés. Et puis dimanche, belle journée en perspective. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Place à présent à votre magazine Cinéma sur Monaco Info. À très bientôt.